Madame, Monsieur, bonjour. Dans une semaine, les Françaises et les Français seront appelés à voter afin d'élire leurs députés européens. À quoi sert le Parlement européen? Comment fonctionne-t-il? Quels sont les enjeux? Quels sont les programmes des candidats? Les représentants régionaux de 4 listes sont aujourd'hui sur le plateau de Dimanche en politique. Invité donc sur ce plateau aujourd'hui, Edwige Diaz, conseillère régionale. Vous êtes en 30e position sur la liste du Rassemblement national. Marie Duré-Pujol, vous représentez la France insoumise sur ce plateau. Bonjour, vous êtes en 39e position dans le cadre de cette élection européenne. Hortense Chartier, bonjour, vous représentez les Républicains. Vous êtes candidate et en 60e position. Enfin, Fabien Robert, bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire de Bordeaux, vous êtes un élu MoDem, et sur ce plateau, vous représentez la liste La République En Marche MoDem, et vous n'êtes pas candidat. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir sur vos ambitions et vos programmes, je vous propose tout d'abord de regarder ce que représente le Parlement européen et à quoi il sert. Regardez ce reportage de Bernard Veil. L'Europe, c'est un triangle institutionnel un peu compliqué. Un triangle avec 3 institutions interdépendantes. D'abord le Parlement, il représente les citoyens européens. Ensuite la Commission, en quelque sorte l'administration. Elle est choisie par les États, mais validée par le Parlement, qui peut aussi la révoquer. Enfin le Conseil, ce sont les États, car l'Union européenne, c'est avant tout une construction permanente entre les pays membres. Le Parlement, eh bien son rôle, c'est de voter des lois. Dans le langage européen, ce sont des règlements et des directives. Ces textes, ils sont proposés par la Commission. Le Parlement les épluche, les amende, il les vote, mais au final, le texte ne sera adopté qu'avec l'accord du Conseil, c'est-à-dire des États. C'est ce qu'on appelle la codécision. Les compétences du Parlement n'ont cessé de croître depuis qu'il est élu au suffrage universel en 1979. Il y a plus de démocratie, c'est vrai, mais l'Europe reste bien compliquée pour les citoyens. On parle toujours de Bruxelles, avec l'image négative d'une nébuleuse éloignée des Européens. Edwige Diaz, le Front National, en 2014 c'était encore le Front National, avait 24 députés au Parlement. Ces députés, lors de ces 5 dernières années, ont-ils réussi à se faire entendre? Ont-ils réussi à faire entendre leur voix? Oui, bien sûr, puisqu'ils ont représenté quasiment la seule force d'opposition au sein de ce Parlement européen très homogène, très uniforme, on va dire. Donc, ils ont porté la voix d'une France souverainiste au sein de ce Parlement européen. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que nous comptons faire à l'occasion de ce prochain mandat. Et nous attendons avec impatience le scrutin dimanche prochain. Marie Duré-Pujol, vous défendez les couleurs de la France insoumise, je l'ai dit en ce début d'émission. Est-ce que la France insoumise et le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est la même chose? Alors ça, non, mais je crois... Alors je vais profiter de cet espace pour m'adresser aux citoyennes et aux citoyens. Je dis ça parce qu'un élu de la France insoumise, en l'occurrence André Cotarac, élu des Rhône-Alpes, a décidé cette semaine de rejoindre le Rassemblement national dans le cadre des élections européennes. La France insoumise rejoint le Rassemblement national. Quel a été votre sentiment, vous, à titre personnel ? Alors, vous savez, des traîtres, il y en a partout. On pourrait citer Thierry Mariani, candidat aujourd'hui pour le Rassemblement national qui vient du Parti des Républicains, ou encore Guillaume Pelletier qui est passé du Front national aux Républicains, ou même Madame Loiseau qui a pu avoir des accointances. Vous ne comprenez pas donc son choix. Il n'y a pas de passerelle. Vers son pays, ce n'est pas un traître. Quelqu'un qui décide de rallier la seule liste qui va défendre la souveraineté nationale, ce n'est pas un traître. Moi, ce que je vais vraiment pouvoir dire à tous les citoyens et les citoyennes, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour confondre un programme humaniste qui est, par exemple, pour l'accueil des réfugiés lorsqu'ils arrivent sur nos côtes, avec un programme qui laisse ou qui laisserait les réfugiés se noyer dans la mer Méditerranée. Absolument pas. On ne peut pas du tout vous ne pouvez pas dire que nous sur sommes un même pour plan. laisser les gens se noyer. Au contraire, c'est exactement pour ça que nous sommes un pavillon pour à ramener ces personnes sur leur côte pour éviter le déracinement de ces populations. Pour un accueil digne Alors ne des tombez pas dans la réfugiés. caricature, s'il vous plaît. Non, absolument pas. Ce sont des faits. Et sur ces éléments-là. Hortense Chartier, je l'ai dit, vous défendez donc le programme des Républicains. Les Républicains ont-ils digéré l'échec de la présidentielle, le programme François Fillon? Est-ce que les Européennes sont en train de relancer les Républicains aujourd'hui? Oui, de toute façon, on le voit dans les sondages. On a démarré quand même à 8%. Nous sommes aux alentours des 15%. Comment vous expliquez d'ailleurs cette
évolution très positive? Tout simplement parce que je pense que la droite est en train de se réunir. Nous étions à Paris mercredi dernier avec Valérie Pécresse, nos présidents de groupe aux différentes assemblées, à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, une fois réunis, on commence à se reconstruire. Parce que la droite aussi sort de nouvelles têtes et pas les anciennes têtes? Les anciennes têtes, elles y sont. Ce sont nos mentors. Moins visibles en tous les cas? Moins visibles peut-être. On garde toujours... on a quand même Gérard Larcher qui était présent sur le plateau mercredi dernier. Donc non, on est juste réunis et on défend un projet commun qui nous unit sur les élections européennes. Fabien Robert, je l'ai dit, vous êtes un élu MoDem, vous êtes le premier adjoint du maire de Bordeaux. Vous défendez la liste La République En Marche aujourd'hui. De quelle manière est-ce que La République En Marche peut porter au niveau des élections européennes le mouvement qui a été celui de la France avec Emmanuel Macron lors de la présidentielle? Est-ce que La République En Marche est en mesure de mettre l'Europe en marche cette fois-ci? Écoutez, moi j'ai le sentiment que dans cette élection, il y a des divisions, il y a des ponts un peu trop blancs, comme vous l'avez vous-même souligné, et puis il y a ceux qui croient en l'Europe depuis longtemps. Vous savez, je crois que les centristes, on peut nous accuser de beaucoup de choses, mais avec l'Europe, on ne plaisante pas chez nous. Depuis longtemps, on est dans la filiation de ceux qui ont fondé l'Europe. Elle n'est pas parfaite, on va y revenir certainement, mais nous pensons que nous vivons dans un monde aujourd'hui où la France seule sera écrasée par différents impérialismes, russes, chinois, américains. Et oui, nous avons besoin d'une Europe forte, solidaire, différente, et c'est précisément le projet que porte le président de la République qui s'engage, et tant mieux. Il était, à mon avis, vital qu'il s'engage dans cette campagne. Voilà, d'une certaine manière, nous, ce qui nous différencie. Et oui, je crois que cela peut mettre l'Europe, si ce n'est en marche, tout du moins la changer, la transformer. Une question à ce sujet-là au niveau des assistants parlementaires. Les assistants parlementaires européens utilisés pour d'autres fonctions, ce qui semble-t-il a été le cas pour Madame de Sarnez, c'est un problème? En tout cas, c'est une affaire qui est devant la justice, donc c'est à la justice de se prononcer aujourd'hui. Moi, j'ai aucun commentaire à faire sur cette affaire en particulier. Alors, cette élection européenne se pose également sur des thématiques plus régionales, notamment par rapport à l'Aquitaine. Le monde du vin était réuni cette semaine à Bordeaux à travers le salon Vinexpo. Élise Diaz, de quelle manière est-ce que l'Europe peut apporter, soutenir le vignoble bordelais? Alors là, pour l'instant, elle lui met plutôt des bâtons dans les roues. L'Union européenne est très sévère et même très injuste avec le monde agricole. Je vais vous donner quelques exemples. On a voulu interdire le cuivre pour la composition de la bouillie bordelaise, seul moyen de lutter contre le mildiou. On a saccagé les terres agricoles avec les zones agricoles défavorisées qui ont conduit à une baisse de l'indemnité compensatoire de handicap naturel. On veut aussi ouvrir l'appellation château aux vins qu'on importerait des États-Unis. À tout ça, vous rajoutez la baisse de la PAC, donc évidemment aujourd'hui que la politique agricole commune s'apparente plus à une punition agricole commune, et c'est pour ça qu'au Rassemblement national, nous voulons défendre le localisme pour lutter contre les traités de libre-échange, détaxer la proximité, détaxer les circuits courts et favoriser le patriotisme économique via une politique agricole française. Cette question de la PAC que vous abordez est intéressante. Aujourd'hui, 47% des revenus des agriculteurs proviennent de la PAC. Oui, parce qu'ils ne sont pas... Ils ne peuvent pas vivre de leurs produits, c'est ça. Vous voulez bien me laisser terminer? Oui, mais il faut que vous compreniez que si aujourd'hui ils vivent des aides, c'est parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur production. Est-ce que je peux aller au bout de ma pensée? Après, vous réagirez, il n'y a pas de problème. Oui, je comprends, merci de me faire la leçon. La moitié de l'argent qui vient dans les caisses aujourd'hui des agriculteurs provient des aides européennes. Et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, nous organisons à l'échelle européenne un système pour défendre notre agriculture. Vous parliez du vin. Le totem aujourd'hui de promotion de la culture du vin, la cité du vin, a été financé par l'Europe. Quant à tout ce que vous avez évoqué avant, vous avez dit on veut, on a, etc. Aux dernières nouvelles, la bouillie bordelaise, elle n'est pas interdite. Donc sortons des fantasmes. Heureusement que la PAC a sauvé notre agriculture, parce que sinon, face à la Chine, face aux États-Unis, nos agriculteurs aujourd'hui n'existeraient plus. Excusez-moi, vous dites beaucoup d'inexactitudes. C'est pas l'Union européenne qui finance notre agriculture. Cet argent, il tombe pas du ciel. C'est l'argent des Français qui est envoyé à l'Union européenne, qui nous en redistribue qu'une seule partie, puisque nous perdons à peu près 10 milliards d'euros au passage. Et en plus, nous ne pouvons pas utiliser cet argent comme nous le souhaitons. D'ailleurs, si vous suivez bien les dossiers agricoles, vous verrez qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont dû mettre la clé sous la porte. Pourquoi? Parce qu'ils ne recevaient pas leurs aides européennes en temps et en heure. Marie, oui, absolument. Marie Duré-Pujol, juste simplement votre position concernant la politique agricole commune. Quelle est votre position? Est-ce qu'il faut avoir une politique agricole commune qui soit peut-être plus protectrice selon vous?
Alors nous, la politique agricole commune, on est pour la formation d'un autre modèle, puisque tout à l'heure vous parliez d'une Europe en marche. On est vraiment dans une Europe en marche forcée, avec la compétitivité qui, par exemple, contribue à mettre dans des conditions de vie et de précarité des travailleurs du monde agricole absolument épouvantables. Donc est-ce que les aides de distribution ne sont pas suffisamment équitablement réparties? Il n'est pas entendable que la majorité des contributions financières de l'Union européenne aillent directement vers les grandes entreprises au détriment des petits exploitants. On peut se rappeler qu'il y a une majorité de petits ouvriers agricoles qui vivent avec moins de 350 € par mois, avec tout ce que ça entraîne ensuite, notamment un tiers des agriculteurs qui justement sont en dessous de ce moment-là. Cette situation-là n'est pas possible quand on prône une Europe de la coopération. Hortense Chartier, est-ce que les eurosceptiques affirment que l'on pourrait faire aussi bien au niveau national sans la PAC, en fait? Vous partagez ce sentiment-là? Nous, on est quand même une liste pro-européenne, on est quand même européens convaincus. Je pense qu'il faut quand même qu'on le rappelle. On croit en l'Europe, on croit qu'il faut la refonder, il faut revoir certaines bases sur l'Union européenne. Concernant le vin, déjà, le vin, on est quand même l'Union européenne le premier producteur de vin. Voilà. Donc il faut déjà qu'on inculque dans notre culture le vin, ça fait partie de nos traditions, donc c'est quelque chose qu'on défend. Ici, surtout nous à Bordeaux, le vin, c'est quand même, on a aussi une réputation. À côté de ça, c'est une économie, c'est la gastronomie, puisqu'on a quand même sur du vin. Bien sûr, ce sont des généralités, mais concrètement, par rapport aux petits viticulteurs face aux grands châteaux qui ont du mal à survivre, comment est-ce que l'Europe peut aider ces agriculteurs et ces viticulteurs? Heureusement que nous avons la PAC qui permet d'accompagner nos producteurs, nos agriculteurs, nos producteurs de vin. On vient de dire, c'est un accompagnement qui n'est pas toujours concernant pour les petits propriétaires. C'est surtout que les aides arrivent bien trop tard. Il faut absolument qu'on arrive à avoir une réactivité, parce que des agriculteurs qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas eu ces aides européennes qui n'arrent. Et parfois, ils ne les ont pas demandées parce que la technicité, la complexité de la rédaction en fait, des demandes d'aide pose problème. Ils n'osent même pas, ils ne font même pas une demande. Il n'y a pas une simplification nécessaire. De quelle manière vous pouvez intervenir à ce sujet? Comme tout fonds européen, vous savez que maintenant, ce sont quand même les régions qui gèrent l'ensemble des fonds européens. La région est un tiroir caisse qui redistribue. C'est pas normal aujourd'hui qu'on renvoie de l'argent à l'Europe. Il faut absolument que l'administration se simplifie, et ça va être une des priorités, effectivement. Quelqu'un est en mesure de dire sur le plateau quelle est l'enveloppe qui n'a pas été utilisée? Oui, sur 700 milliards d'euros, on prévoyait de renvoyer 600 milliards d'euros. 80%. Voilà. Après, on a eu un délai supplémentaire. Par l'Union européenne qui va nous permettre d'instruire les dossiers à un délai un peu plus large. Ces chiffres sont impressionnants. Pourquoi cette non-utilisation? Manque de compétences, manque de dynamisme? Comment on explique ça? Je pense aussi qu'il faut signaler que les collectivités locales sont cofinancées par l'Europe souvent, donc il y a aussi des crédits à trouver. Il n'y a pas que l'Europe ne finance pas 100% des projets. Je crois que beaucoup de collectivités ces dernières années ont ralenti le rythme d'investissement et un certain nombre de dossiers ont été ralentis. Les priorités aussi de l'Europe doivent être beaucoup plus lisibles. Les aides européennes ont longtemps permis des rééquilibrages par rapport à des régions en développement, des régions moins développées. Aujourd'hui, nous proposons par exemple en matière agricole, que les aides soient plus simples, plus rapidement versées, mais aussi orientées vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Nos agriculteurs ne vont pas prendre ce virage-là. Pour ceux qui ne l'ont pas encore pris, un certain nombre l'ont déjà pris, facilement, aisément et simplement. Il ne s'agit pas de leur dire faites ou sinon on va vous couper les vivres. Il s'agit de les accompagner. Mais il faut aussi mettre en place des phénomènes incitatifs parce que nous, je crois que c'est la caractéristique de notre liste, nous n'opposons pas les écologistes et les agriculteurs. Nous essayons au contraire de faire la synthèse. Non mais je rebondis sur juste, il faut pas penser que l'Europe en fait elle est à nos côtés tous les jours. On parlait tout à l'heure de la Cité du Vin, mais également de la Maison de l'Emploi de Bordeaux, et on communique pas suffisamment sur les projets européens qui sont soutenus par l'Union européenne. Et je pense qu'il faudrait mettre en avant aussi tous ces cofinancements qui sont faits sur notre territoire. Edwige Diaz, vous vouliez redire un mot sur l'agriculture en un mot, s'il vous plaît. Je pense en fait que là, tout ce qui a été dit démontre clairement que le triptyque qui est actuellement mis en place, à savoir communauté de communes, région, Europe, ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur le triptyque communes, départements, État, pour justement améliorer la coopération nationale, parce que là on voit que c'est compliqué. Je crois que vous êtes trompé sur les chiffres, c'est pas en milliards d'euros. Voilà, c'est ça. En fait, en Nouvelle-Aquitaine, ça concerne 93 millions d'euros qui ont été bloqués en Nouvelle-Aquitaine. Pour l'instant, on est à peu près seulement à 10% de fonds qui ont pu être dépensés, et donc il faudrait qu'on dise merci à l'Europe et à la Nouvelle-Aquitaine de nous donner 3 ans de plus pour dépenser cet argent. Mais en attendant, comment s'organisent les festivals ruraux?
Qu'est-ce qu'on donne comme raison à ces personnes qui voudraient... C'est pas un problème européen, c'est un problème français aussi. Non, c'est un problème européen, régional, et au final, on n'arrive pas à trouver de solution. C'est pour ça qu'il faut revenir à une Europe des nations. Marie Duré-Pujol, le mouvement des Gilets jaunes qui a vécu pendant quasiment 6 mois en France ces derniers 6 mois passés, a marqué les Français. On a vu là des problématiques de manque de ressources et de manque de reconnaissance. De quelle manière aujourd'hui les différentes listes, les différents candidats et vous-même pouvez apporter des réponses à ce mouvement des Gilets jaunes dans le cadre des élections européennes? Alors juste avant de répondre sur les Gilets jaunes, moi aussi je vais dire un petit mot. Là j'ai entendu parler de dossiers, de technocratie. On ne va pas réussir sinon à être cohérent. Tout à fait, mais quand on parle d'agriculture, il faut parler de la localisation des productions bio, par exemple, de l'interdiction des pesticides et des perturbateurs endocriniens au niveau européen. C'est un projet très concret. Est-ce que vous voulez bien répondre à ma question concernant les Gilets jaunes? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous en pouvez avez parlé répondre? au passé, mais il n'est pas terminé. On est bientôt à l'acte 27. Donc non, ce mouvement-là, justement, si les réponses avaient été apportées, il aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt. Donc ce qu'on voit, c'est que Emmanuel Macron et les réponses données par le gouvernement ne sont pas du tout à la hauteur. Ne parlons pas d'Emmanuel Macron. Concrètement, vous, dans votre liste, dans votre programme, qu'est-ce que vous proposez pour répondre aux interrogations des Gilets jaunes et aux demandes de ces hommes, de ces femmes et de ces hommes? De ces femmes et de ces hommes, parmi les revendications, puisqu'il y en a beaucoup, qui sont donc sociales, écologiques et démocratiques, il y a le référendum d'initiative citoyen au niveau européen, il y a davantage de pouvoir qu'on aimerait donner à toutes les instances démocratiques, comme par exemple le Parlement européen, et puis plus de justice sociale, plus de justice fiscale. Encore une fois, faire en sorte que ça ruisselle bien davantage qu'actuellement pour permettre à chacune et à chacun simplement de vivre dignement de son travail. Mais ça, tant qu'on restera dans la logique des traités européens qui mettent les nations, qui mettent les individus, les entreprises les unes face aux autres, ce ne sera pas possible. On doit sortir de la logique de la concurrence libre et non faussée pour aller vers une réelle solidarité, une réelle collaboration. Fabien Robert, par rapport à ce mouvement, de quelle manière est-ce que La République En Marche, on a pu entendre ces dernières semaines les réponses d'Emmanuel Macron, de quelle manière est-ce que ça peut être valorisé au niveau de l'élection européenne? 2 exemples très concrets pour rester sur le champ des idées. La France a décidé de taxer les géants du numérique. Cette idée d'une meilleure justice fiscale, pour nous la portons au niveau européen. Nous pensons demain, et nous ne sommes pas la seule liste, mais c'est une idée forte pour nous, que ces grandes entreprises localisées à l'étranger, ces géants du numérique, doivent payer des impôts. C'est une question de justice fiscale et je crois que nous avons beaucoup entendu cette revendication lors des manifestations des Gilets jaunes. Deuxième proposition, pour une Europe plus sociale, il va falloir aller vers un salaire minimum européen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les conditions d'exercice du travail et de sa rémunération créent du dumping en Europe. Cette proposition aujourd'hui, est-ce qu'elle est on l'entend beaucoup dans le cadre des propositions, est-ce qu'elle est réalisable? Elle ne sera pas réalisable dans une Europe où chaque pays veut réinstaller des frontières et veut se refermer sur lui-même. Elle ne sera réalisable que si nous coopérons, peut-être pas à 28 sur ce sujet-là, mais au maximum de pays, afin d'arriver à une harmonisation d'un salaire minimum. Ça me paraît être aussi une des réponses à la crise des Gilets jaunes. On parle justement de cette proposition. Est-ce qu'il n'y a pas dans les propositions des différents candidats des mesures qui sont irréalisables parce que les traités ne le permettent pas? Est-ce que ce ne sont pas des propositions qui en fait vont partir dans le vent? Moi, juste sur la crise des Gilets jaunes, 30 secondes, juste déjà condamner. Si vous revenez à chaque fois sur les questions précédentes, on va avoir du mal à débattre. Déjà ce qui se passe dans les rues, je pense que c'est inadmissible qu'on ait vécu ce qu'on a vécu à Bordeaux avec la manifestation des Gilets jaunes. Ce sont des revendications qui sont très individuelles déjà. Donc pour trouver une issue, ça va être déjà très compliqué, je pense. On voit que vous n'allez pas dans les manifestations ni sur les ronds-points. Rassurez-vous, madame, je pense que j'y ai été très proche des manifestations sur les Gilets jaunes, bien plus proche, je pense, que d'autres. Sur les réalisations, nous, notre programme, il a été réfléchi, construit, et il y a un financement derrière. Donc je pense qu'en tout cas, pour notre liste, avec conduite par François-Xavier Bellamy, je pense qu'on a un pas toujours un problème de financement, c'est un problème aussi d'organisation, de fonctionnement de l'Europe. Il va falloir réformer, il va falloir bouger les lignes. Oui, mais ça, on l'entend très souvent. C'est difficile de faire bouger les lignes au niveau européen, les traités, la Commission, le Parlement, c'est très compliqué. Tout va dépendre aussi du nombre de parlementaires qui vont rentrer dans les groupes politiques européens, tels que nous, par exemple, le PPE, où vont siéger certains députés également. C'est aussi des questions qui vont se poser. Mais après, il va falloir que... De toute façon, c'est des négociations qui se font au niveau européen. Et nous, notre objectif, c'est de peser un maximum au niveau du Parlement pour pouvoir faire bouger ces lignes-là. Edwige Diaz, on a vu cette semaine que les chiffres de l'emploi, le taux de chômage est tombé à 8,7%. En France, c'est le plus bas niveau depuis 2009. C'est là aussi d'Emmanuel Macron? Plusieurs choses. Juste sur ce vous voulez pas répondre à ma question? Si, je vais vous répondre tout de suite. Mais je veux juste dire que
Ce vote du 26 mai va être très important parce que où on continue avec Emmanuel Macron, c'est plus de casse sociale, c'est plus d'affaires Benalla et c'est plus de fête de la musique absolument abjecte. Ou alors on continue avec les Républicains qui viennent nous expliquer qu'ils vont changer l'Europe alors que c'est eux qui sont à la tête de cette Union européenne depuis très longtemps. Excusez-moi, mais Madame Merkel et ses migrants, c'est vous, Monsieur Juncker, qui dit qu'il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. C'est vous. Donc n'allez pas nous expliquer ce chiffre de l'emploi. Ce chiffre est important. Alors, le chômage est au plus bas depuis 2009. Est-ce que c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron ? Non. Est-ce que c'est applicable au niveau européen ? Sur quoi il faut s'appuyer et quelles mesures prendre pour éventuellement en bénéficier au niveau européen ? Cette baisse est absolument pas significative. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, c'est moins 0,2% quand vous prenez les chiffres catégories A, B et C. Donc ça veut dire qu'il reste encore 510 000 personnes sur le carreau en Nouvelle-Aquitaine. Et je vais vous donner un exemple concret, comme on parle d'Union européenne. Il existe le FSE qui, justement, met de l'argent sur la table pour aider à la qualification de l'emploi. Pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est 155 millions d'euros sur les 6 ans. Donc avec 155 millions d'euros sur 6 ans, on se retrouve avec seulement 0,2% de baisse en Nouvelle-Aquitaine. Donc clairement, les résultats ne sont pas en rendez-vous et ils le seront encore moins puisque après l'élection européenne, Emmanuel Macron va mettre sur la table la réforme du chômage des fonctionnaires. Dans cette émission, vous êtes très en avance sur le temps de parole. Donc on va devoir passer la parole à Fabien Robert. On parle de l'emploi et notamment de quelle manière l'Europe peut aider l'emploi concernant les plus jeunes, les jeunes. Écoutez, d'abord, il me paraît extrêmement important de se féliciter de la baisse du chômage. Quand j'entends dire que c'est que 0,2, de 0,7, de 0,3, j'ai pas très bien compris la démonstration d'ailleurs, pardonnez-moi. Je vais vous expliquer. Attendez, si vous voulez bien, Madame, moi je vous explique comme vous n'avez pas compris, on va prendre le temps, vous allez comprendre. Vous voyez, là on vous donne les chiffres catégorie A, il y a A, B et C, monsieur. Vous pouvez pas laisser sur le carreau ceux qui ont respecter les autres candidats sur le plateau, vous êtes très en avance sur le plateau. Vous pouvez pas me dire Fabien Robert. Donc, je reprends sur le fait qu'on doit d'abord se féliciter qu'il y ait des millions de personnes qui ne soient plus au chômage et qui aient retrouvé un emploi, parce que c'est la réalité d'une politique conduite par le gouvernement. Mais c'est pas le sujet. Et ce que je voudrais dire, c'est que les électeurs sont intelligents. Ils ne doivent pas tomber dans leur piège qui leur est tendu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut faire de cette élection un référendum pour ou contre le président de la République. Le président de la République, il soutient une liste. Il s'est engagé dans cette campagne. C'est normal, c'est son droit. Mais ce pourquoi il faut voter, c'est sur les programmes européens. Moi, je respecte le programme des candidates qui sont ici autour de moi. Parlons du programme. Par rapport à la jeunesse et au chômage, il y a de mon point de vue quelque chose de fondamental. Notre jeunesse doit mieux connaître, mieux découvrir notre Europe. Voilà. Il y a un programme qui fonctionne. C'est le programme Erasmus. Avec le siège de l'agence à Bordeaux, d'ailleurs. Le siège de l'agence à Bordeaux, vous avez raison. Nous voulons l'ouvrir aux collèges, aux apprentis. Je pense même qu'il faudra aller plus loin pour que d'autres types de disciplines, peut-être les artistes, pas simplement les étudiants, puissent aussi voyager en Europe parce que... Allez, on va donner aussi la parole à Madame Duré-Pujol parce qu'en effet, les chronos montrent que vous êtes en retard. En termes d'emploi, de jeunesse, l'apprentissage, par exemple, c'est une valeur importante et les aides européennes peuvent compter à ce moment-là. C'est une manière d'éclairer, de montrer un chemin pour l'emploi ? Oui, tout à fait, sauf que ça ne se résoudra pas qu'au niveau européen. Moi aussi, je voudrais vraiment qu'on revienne sur cette notion, sur le programme. Très simplement, nous, le programme, il est voté depuis le 8 décembre, et vous avez parfaitement raison, c'est important pour ne pas mentir aux citoyens et aux citoyennes. Le programme de La République En Marche, par exemple, il est sorti simplement il y a 15 jours, donc on peut aussi se demander ce qui peut rassembler sur cette liste foire-fouille, un pro-nucléaire, un anti-nucléaire, un pro-glyphosate, un anti-glyphosate. Bon, donc nous, le programme, il est très cohérent, il vise à plus de justice fiscale, sociale, démocratique, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout davantage de bonnes pratiques, comme par exemple rejeter les lobbies, c'est la deuxième place forte des lobbies après Washington à Bruxelles, faire en sorte que des députés de combat au Parlement européen parviennent à porter notre programme et surtout ne pas se laisser entraîner par des financements, par exemple, de lobbies qui financeraient des groupes. Et puis, on peut penser, là encore une fois, au glyphosate, puisque la transition écologique, elle n'attendra pas. C'est un problème de santé publique et elle aurait déjà pu être interdite en France, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on attend beaucoup de cette élection pour ceux qui souhaitent défendre l'écologie. Hortense Chartier, on va voir à l'antenne l'ensemble des listes parce qu'il y a 34 listes donc dans le cadre de ces élections européennes. On va montrer l'ensemble des listes pour être équitable sur ce plateau. Pourquoi cet engouement, ce nombre de candidats? Selon vous, c'est un signe de bonne santé démocratique certainement, mais qu'est-ce que ça signifie également selon vous? Déjà, je trouve que il faut un engouement pour l'Europe, ça c'est évident. 34 listes, ça laisse le choix démocratique assez large.
Je pense que nous, on représente une liste jeune et ça fait plaisir aussi de voir effectivement que des jeunes s'engagent pour l'Europe, que des jeunes y croient. On parlait d'Erasmus tout à l'heure, ça fait plaisir. On a également les services civiques européens qui viennent à travers la Maison de l'Europe de Bordeaux. Et je pense qu'il faut absolument qu'on mobilise parce que c'est pas tant le nombre de listes en fait qui est important, c'est surtout la participation à ces élections européennes qu'il va falloir aller chercher. C'est important que les gens votent, aillent voter dimanche prochain pour qu'on puisse avoir le meilleur score possible, toute liste au moins en tant que participation. Nous sommes à une minute de la fin de cette émission, des réponses très courtes s'il vous plaît. Elvis Diaz, vous êtes en 30e position, Madame Laporte du Lot-et-Garonne est en 2e position, donc toujours dans la région. Comment se passe l'attribution des places sur votre liste? C'est Marine Le Pen qui décide, mais juste, est-ce que je peux moi aussi répondre on ne peut pas répondre. Moi, je voudrais rappeler, en fait, peu importe qui siégera au Parlement européen ou pas, l'important, c'est les idées que nous défendons. Et c'est pour ça que je veux dire aux électeurs le 26 mai qu'il faut absolument qu'ils votent utile. Parce qu'une voix qui manquera au Rassemblement national, c'est une voix qui ira pour Emmanuel Macron. Fabien Robert, une question qui déborde un petit peu sur les municipales, mais vous défendez avec l'étiquette Modem aujourd'hui, vous défendez la liste La République En Marche. Va se passer comment municipal? Vous êtes le premier adjoint d'un maire qui est les Républicains. Vous allez faire le grand écart? Vous avez déjà fait votre choix? J'ai fait mon choix, bien sûr. Ce soir, c'est Nicolas Florian, qui est maire de Bordeaux, qui j'espère sera candidat aux élections municipales. Gérer une ville, ça n'est pas gérer l'Europe. Une ville, c'est un rassemblement de gens de différentes sensibilités, comme a toujours fait Alain Juppé à Bordeaux. Donc même s'il y a une liste La République En Marche, vous resterez avec Nicolas Florian et les Républicains? Bien sûr, je suis un des représentants de la majorité présidentielle. Je l'assume totalement. J'ai voté pour Emmanuel Macron. Je vais voter pour la liste Renaissance parce que je crois qu'aujourd'hui, le clivage majeur, ce n'est pas de savoir quelle forme nous voulons donner à l'Europe. Est-ce que nous voulons préserver, sauver et renforcer l'Europe ou est-ce que nous voulons la laisser écraser par des puissances extérieures? C'est le seul débat qui compte. Mesdames, Monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Les élections européennes, c'est le dimanche 26 mai, dans une semaine. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi. Merci beaucoup. Merci. Pour ce nouveau numéro de BIS, le magazine de la curiosité,